entre le gouvernement et les mutuelles de santé, au point que le gouvernement envisage une grande sécu. Pourquoi? Pour les remplacer, tout Oui, oui. Alors c'est la guerre sur fond de problèmes sur les tarifs des mutuelles. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la hausse des tarifs continue depuis 3 ans. Les chiffres sont vraiment éloquents. L'UFC Que Choisir a mis les pieds dans le plat en révélant la hausse pour 2021, plus 4,3% en moyenne. Mais surtout, ça se base sur l'étude de 600 contrats. La hausse a fait suite à des flambées qui ont déjà été vertigineuses avant. 5% l'an dernier, 4% l'année précédente. Vous voyez, le rythme, il est considérable. En fait, l'inflation, hein, ça c'est sûr. Beaucoup plus que l'inflation. En fait, les mutuelles ont fait payer à leurs clients, c'est ça la réalité, la mise en place du reste à charge zéro. Vous savez, la mesure du gouvernement sur les lunettes, les soins dentaires, les appareils auditifs, etc. Ça, c'est le premier reproche du gouvernement, et c'est pas le moins important. Alors, il y a un deuxième reproche, François-Xavier, qui est lié, lui, à la crise du Covid. Et oui, parce que pendant la pandémie, les Français se sont beaucoup moins soignés. Ils sont moins allés à l'hôpital, les soins ont été reportés, etc. Et tout ça, ça a produit des milliards d'économies. Exactement 2,2 milliards d'économies pour les mutuelles. Il y a eu moins d'accidents de voiture aussi. Moins d'accidents, on a moins roulé, etc. Donc voilà, le gouvernement a mis en place une taxe pour récupérer une partie de cet argent, mais les mutuelles ont gardé en gros un demi-milliard. Et ce que dit le gouvernement, c'est, attendez, vous avez un demi-milliard et vous continuez à augmenter les tarifs, ça peut pas se passer, ça passe pas du tout auprès du gouvernement, en tout cas. D'où ce projet de grande sécu. Et là, il faut que vous nous aidiez à y voir plus clair. Ça consiste en quoi? Écoutez, sur le papier, c'est assez simple. Il s'agit de demander à la Sécu de faire une partie du travail des mutuelles. Il y a un rapport explosif qu'a rendu le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Il y a un Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie qui révèle... voilà. Celui-là, il s'est mis commandé par le ministère de la Santé, en l'occurrence. Ce rapport, il révèle que cette grande Sécu, elle permettrait d'économiser 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros en supprimant les redondances qu'il y a en ce moment entre la Sécu et les mutuelles. En gros, cela viendrait à ce que la Sécu se substitue en partie aux mutuelles et prenne presque 70% de leur activité. Alors, et au passage, il est question de restituer ces 5 milliards aux assurés. Évidemment, les mutuelles, ça les fait hurler. Elles brandissent la menace sur l'emploi. Elles disent que 100 000 emplois sont menacés. Alors, il y a très très peu de chances que cette grande sécu se mette en place là avant le quinquennat. C'est une menace. Un dossier, voilà, c'est un projet porté par le ministre de la Santé, pas par le ministre de la Santé, pas par l'ensemble du gouvernement, pas tout à fait. On voit bien, si vous voulez, ça donne une illustration de l'intensité du bras de fer aujourd'hui entre le gouvernement et les mutuelles. S'il vous plaît, baissez vos tarifs. C'est vrai qu'on voit que le ton est en train de monter du côté des patrons des mutuelles. Il y en a partout, notamment aujourd'hui dans la presse, qui crient leur grand Dieu devant cette perspective. L'actualité internationale maintenant, Magali Barthès, direction aujourd'hui l'Ukraine. Vous nous emmenez là-bas parce qu'une opération a été montée par les services ukrainiens. C'est une opération qui est digne d'un film d'espionnage. On aime bien l'histoire d'espionnage ici, vous nous en racontez souvent. On appelle ça là-bas le Wagner Gate. Alors Wagner, du nom de ces mercenaires russes dont on parle tant aujourd'hui au Mali, en Libye, et donc également en Ukraine. Ouais, et c'est le site d'investigation Bellingcat, site très sérieux, qui nous révèle les coulisses de cette opération hors norme. Il nous raconte comment les services ukrainiens, dès 2014, veulent essayer de révéler au monde, en fait, les crimes de ces miliciens pro-russes qui sont très, très actifs dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Et ils vont alors monter une fausse opération de recrutement pour les démasquer. Ils se font passer pour une société privée russe à la recherche d'hommes particulièrement rodés au maniement des armes pour protéger des installations pétrolières au Venezuela. Ça, c'est la petite annonce. Et figurez-vous qu'ils reçoivent des dizaines de CV comme celui-ci, qui sont autant de confessions, en fait, avec photos à l'appui, même les photos des médailles russes que la Russie leur a données pour service rendu. Pour se faire engager, ces mercenaires russes vont même mettre en copie de leur CV des vidéos comme celle-ci, où ils s'affichent avec en main les débris d'un hélicoptère. Ça, on est dans l'est de l'Ukraine, qu'ils viennent d'abattre. C'est la preuve de leur efficacité, si je peux dire. Le site d'investigation... C'est même très très naïf, si je puis me permettre. C'est incroyable. Le site d'investigation Bellingcat, il s'est même procuré des extraits audio de coups de téléphone entre le soi-disant recruteur, celui qui se fait passer comme tel, et l'un des candidats russes. Et alors le recruteur lui fait expliquer son parcours. C'est assez stupéfiant, écoutez. Quand étiez-vous dans le Donbass? J'y étais d'août 2014 au 1er jour de janvier 2015.
En octobre-novembre 2016 en Syrie, je fais la bataille d'Alep. Vous parlez aussi d'un déploiement dans un pays d'Afrique? Oui, la République centrafricaine. La République centrafricaine, la Syrie, l'Ukraine, la Libye, non mais tout y est. On retrouve tous les pays dans lesquels les miliciens de Wagner se sont déployés ces dernières années. Et alors après ces fausses opérations de recrutement, les services de renseignement ukrainiens s'emploient à les arrêter, et là ça se gâte. Oui, ça se gâte. On est en juillet 2020, les 33 mercenaires russes sélectionnés ont rendez-vous à l'aéroport de Minsk en Biélorussie, direction officiellement donc le Venezuela. Le plan, c'est que quand l'avion survolera l'Ukraine, il y aura une fausse alerte à la bombe, qu'alors l'avion sera détourné, se posera en Ukraine et qu'on pourra arrêter les mercenaires. Sauf que le plan est à la dernière minute repoussé parce que les autorités ukrainiennes, le président ukrainien Zelensky avait pourtant donné son accord, mais les autorités ukrainiennes vont repousser. Pourquoi? Parce qu'il y a un cessez-le-feu qui se dessine dans l'est de l'Ukraine, donc on se dit que ce n'est pas le moment d'avoir une énorme crise diplomatique avec la Russie. Sauf que nos mercenaires russes, eux, ils sont toujours à Minsk et en Biélorussie, et que le KGB biélorusse, croyant que ce sont des agents de l'étranger venus déstabiliser le pays, eh bien, les arrête. Voilà les photos de l'arrestation. Ces mercenaires qui seront finalement renvoyés à Moscou, vous l'imaginez bien. C'est raté pour l'Ukraine. Aujourd'hui encore, le président ukrainien est sommé de s'expliquer pour expliquer à son opinion publique comment est-ce qu'on a pu passer si près d'arrêter ces mercenaires russes qui ont donc semé le chaos dans l'est de l'Ukraine. Histoire digne d'un film, en effet. Ouais. Merci beaucoup, Magali. Ce cri d'alerte maintenant avec vous, Sylvia, lancé par l'Institut des sciences de Venise. Alors, on a tous des images de Venise menacée d'engloutissement, parce que souvent l'eau monte. Mais ce que vous nous dites, c'est que la ville est carrément menacée d'écroulement. Oui, après l'échec de la COP26 pour apporter des réponses immédiates à ce problème, un problème qui menace quand même 570 villes dans le monde, et dont Bordeaux, par exemple. L'Institut des sciences de Venise publie dans la Stampa, c'est un quotidien italien, une tribune en s'adressant directement à Mario Draghi en lui demandant de sauver la ville. Lui-même avait interpellé Joe Biden avant le G20 à Rome. Il avait cité Venise comme l'un des problèmes à résoudre de manière décisive. Et voilà ce que dit cet institut. Venise ne disparaîtra pas comme l'Atlantide engloutie par les flots, mais va s'effondrer sur elle-même. C'est ce que dit effectivement cet historien de l'art. En un siècle, le niveau de la mer s'est élevé de 35 cm et d'ici 2100, l'Adriatique pourrait encore monter jusqu'à 76 cm. En outre, la ville s'enfonce chaque année de 2 mm et l'Institut de prévenir, les bâtiments de la ville sont rongés par la remontée d'eau saumâtre qui imprègne et affecte l'intégrité des bâtiments qui s'écroulent. Ils sont pourris, déjà. Effectivement, ils sont pourris. Et d'ailleurs, ça concerne aussi d'autres villes, Amsterdam par exemple. L'Institut estime que l'opinion publique n'est pas assez alertée sur ce danger qui menace la ville. Elle pointe notamment la confusion avec l'aqua alta, qui, vous savez, est un phénomène qui se produit chaque automne à Venise et qui est lié aux marées. Les Vénitiens y sont habitués. Et donc, confusion avec la montée globale des eaux, qui est, elle, un phénomène planétaire et qui pourrait être fatal pour Venise. Ce qui est mis en place pour protéger la ville, vous le savez, c'est ce grand projet Moïse. Il s'agit de 78 digues qui peuvent se lever en 30 minutes pour fermer la lagune et stopper la montée des eaux. L'Institut est plutôt sceptique. Pour lui, ce n'est pas vraiment ça qui va contrer cette montée des eaux. Ces digues devront en outre être levées 260 jours par an, si elles voulaient avoir un quelconque effet, ce qui pourrait ruiner l'écosystème de la lagune. Et puis, il y a un coût exorbitant, déjà 7 milliards d'euros pour ces digues géantes. Il y a des malfaçons, des scandales de corruption. Bref, le projet est ralenti. C'est aussi lié tout ça à un autre problème scandaleux qui est le naufrage de la bureaucratie. Oui, c'est ce que dit vraiment cette tribune aussi. Il n'y a pas moins de 30 organismes à Venise qui sont en charge de la protection de la ville. Et donc, il faut d'une coordination efficace. C'est l'inertie la plus totale. Ce que propose cet institut, c'est la mise en place d'un organisme unique, comme ça se passe aux Pays-Bas depuis 2010. Le pays est en effet le leader mondial en matière d'adaptation à la montée des eaux. Un tiers du pays aurait déjà dû être englouti s'il n'y avait pas eu les digues actuelles. Les Pays-Bas qui travaillent actuellement sur 4 scénarios simultanés pour contrer ces montées. Et puis, dans une lettre ouverte à Mario Draghi, il y a d'autres voix qui se mêlent, notamment celle du prix Nobel, l'écrivain Orhan Pamuk, qui a enseigné à Venise et qui est un amoureux de la cité des Doges. Voilà ce qu'il dit: sauver Venise, c'est sauver l'humanité entière, c'est sauver chaque ville du monde, c'est préserver aussi des exemples uniques des différentes façons dont nous pouvons être humains.
Voilà pour le cri d'alarme. Merci beaucoup. On est tous des amoureux de Venise, évidemment. Oui, on est navrés de cette situation. Des solutions, s'ils ont sauvé Amsterdam, ils peuvent... Les digues, on les attend. Oui, depuis un effectivement, moment. dans l'efficacité, en tout Ça cas, fait c'est des pas années qu'on tout en à fait parle de pareil. digues. Oui. Que c'est triste Venise, chantait à Charles Aznavour. Merci à tous les quatre. La une de l'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr la situation sanitaire, les mesures de restriction qui se durcissent un peu partout en Europe. On y revient largement dans cette édition. Tout de Oui, suite, effectivement, des mesures choc anti-Covid en Autriche, confinement pour tout le monde pendant 3 semaines, vaccination obligatoire. Le chancelier autrichien l'a annoncé, c'était il y a quelques heures maintenant, la mort dans la main. Plus de 4000 classes fermées en France cette semaine, le plus haut niveau depuis la rentrée. C'est quand même moins qu'en avril dernier. Nous retrouvons Mathieu Carman devant une école concernée dans quelques secondes. La Chine pourrait être exclue du circuit de tennis féminin. En tout cas, c'est la menace que brandit le patron du circuit mondial, alors qu'on est toujours sans nouvelles de la joueuse chinoise Peng Shuai. Notre correspondante en Chine sera avec nous dans quelques instants. L'Autriche passe donc à la méthode dure. Confinement pour toute la population à partir de lundi. Vaccination obligatoire pour tous en février. Comment ce pays en est-il arrivé là? Explication Laura Berlioz. Ces files d'attente pour se faire vacciner ne cessent de s'allonger en Autriche. Les dernières mesures incitent la population à prendre rendez-vous, mais cela ne suffit pas. À 66%, le taux de vaccination reste en dessous de la moyenne européenne. Alors, le chancelier a fait une annonce radicale. La conclusion à laquelle nous sommes parvenus est une obligation de vaccination à l'échelle du pays. Cette obligation doit s'appliquer le 1er février 2022. En Autriche, depuis lundi, les 2 millions de personnes non vaccinées n'ont déjà plus le droit de quitter leur domicile, sauf pour un motif impérieux. Mais le pays veut aller plus loin avec un confinement général. À partir de lundi, un confinement national sera appliqué pendant 20 jours maximum, après quoi il sera évalué pendant 10 jours. 15 000 nouveaux cas de contamination ont été recensés hier. L'Autriche devient le premier pays d'Europe à se reconfiner et à imposer le vaccin. Et en France, le nombre de classes fermées est nettement remonté cette semaine. Il y en a un peu plus de 4000, soit 3 fois plus qu'il y a seulement un mois. On va retrouver Mathieu Carman devant une école qui a elle-même dû prendre ce genre de mesures. Mathieu. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans cette école primaire de la rue Blanche dans le 9e arrondissement de Paris, eh bien, il y a 5 classes. Sur les 5 classes, 4 sont fermées. Le CP, le CE1, le CE2 et le CM2. Seuls donc les élèves de CM1 peuvent continuer à aller à l'école. Et on a pu discuter il y a quelques instants avec une mère de famille qui nous a confié attendre des nouvelles de l'école dans le week-end ou lundi matin pour savoir si son fils peut continuer tout simplement à aller à l'école lundi matin. Et vous l'avez dit, à l'échelle nationale, le nombre de classes fermées augmente de jour en jour. On a passé la barre des 4000 classes fermées, 4048 précisément, ce qui représente 0,8% des classes fermées, car il y en a en France 527 200. On voit une nette hausse par rapport à avant les vacances de la Toussaint, puisqu'à l'époque, c'était seulement 1248 classes qui étaient fermées au 22 octobre. Et donc, ces parents ici qui attendent avec impatience des nouvelles de la direction de l'école. On voit que la pression monte. Pourtant, Emmanuel Macron tient son cap. Pas de nouvelles mesures pour l'instant. Il est attendu hier, le chef de l'État, dans les Hauts-de-France cet après-midi pour un séjour de 4 jours. Vous êtes sur place, Marie Chantret. Avant ce déplacement, il a répondu longuement à nos confrères de La Voix du Nord. Et sur les questions sanitaires, qu'a-t-il dit ? Il se montre particulièrement ferme et tranché, le chef de l'État. Le confinement des personnes non vaccinées n'est pas nécessaire en France, explique-t-il. Les pays qui confinent aujourd'hui, par exemple ailleurs en Europe, les non vaccinés, l'ont fait parce qu'ils n'ont pas instauré le pass sanitaire, à la différence de la France. Pas de nouvelles mesures restrictives donc à l'ordre du jour, vous en parliez. Mais Olivier Véran, il y a seulement quelques jours, mercredi, dans une interview, le précisait et appelait à la plus grande prudence, car le virus, explique-t-il, a déjà montré qu'il pouvait déjouer tous les pronostics et que donc il ne fallait rien exclure par principe. Autre mise au point d'Emmanuel Macron, elle concerne la dose de rappel, la fameuse 3e dose et son éventuelle généralisation à toute la population française. Aujourd'hui, elle concerne les plus de 65 ans. Le chef de l'État dit attendre l'avis de la Haute Autorité de Santé. Mais s'il s'avère que cette 3e dose était efficace, nécessaire pour les autres publics, eh bien on l'intégrerait au pass sanitaire. Emmanuel Macron, vous le disiez, est attendu ici dans cette maison de santé pour parler désertification médicale, mais aussi et surtout de cette situation sanitaire et de cette épidémie de Covid.
Merci beaucoup Marie Chantret. Autre déplacement politique, celui d'Éric Zemmour. Il est arrivé tout à l'heure à Londres, après un voyage en Eurostar. Il est arrivé après une semaine difficile. Ce déplacement n'était pas garanti. Une visite suivie par vous, Céla Bougriou. C'est vrai que c'est une visite avec pas mal d'enjeux pour lui. Oui, absolument, et qui, comme vous l'avez indiqué, clôture une semaine très compliquée pour Éric Zemmour, avec des déplacements de plus en plus difficiles à organiser et à maintenir ici. C'est Sadiq Khan qui a imité la maire de Genève. Le maire de Londres a lui aussi exprimé publiquement qu'Éric Zemmour n'était pas le bienvenu dans la capitale. Écoutez la réaction du polémiste à son arrivée tout à l'heure à Londres. C'est au micro de Charlotte Lefettet. Voir les Français de Londres. Il y en a 300 000 quand même, c'est pas rien, c'est la 4e ou la 5e ville française. Voilà, c'est tout. Mais vous savez, tout le monde vient à Londres voir les Français. Monsieur le maire ici a dit que vous n'étiez pas le bienvenu. Eh bien écoutez, je viens quand même. Et face aux intentions de vote qui se tassent, à Marine Le Pen qui reprend le dessus, Éric Zemmour décide de ne pas changer de stratégie et surtout de relancer un peu sa campagne aussi avec ce déplacement avec de très forts enjeux. Vous l'avez entendu sur la très forte présence française, c'est la plus grosse communauté d'expatriés. Mais surtout, il y a ici beaucoup de financiers et c'est cela que vient chercher Éric Zemmour qui a rendez-vous avec des donateurs, précieux donateurs, pour donner un coup d'accélérateur à sa campagne, alors même que plusieurs de ses sympathisants, plusieurs membres de son équipe le pressent désormais d'officialiser sa candidature pour passer à autre chose. Merci beaucoup, Céla Bougriou en direct depuis Londres. Le patron du tennis féminin hausse le ton contre la Chine. Il pourrait retirer ce pays du circuit si la joueuse qui a disparu depuis plusieurs semaines ne donne pas de nouvelles. La télévision d'État a montré un mail qui n'a convaincu personne. Explication depuis Pékin avec Justine Jankowski. C'est un message bien étrange qu'a diffusé CGTN, la chaîne d'État chinoise. Un message signé Peng Shuai qui dit, je cite, « Je vais bien, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas disparu. J'étais simplement en train de me reposer. Toutes les accusations d'agression sexuelle sont fausses. » Un revirement et surtout impossible de vérifier que ces mots sont bien ceux de la championne de tennis chinoise qui, le 2 novembre dernier, accusait un haut dirigeant chinois de l'avoir violée. Des révélations qu'elle avait faites sur son compte Weibo, l'équivalent ici de Twitter. Elles avaient créé des réactions en chaîne, des milliers de partages, mais tous ces messages avaient très rapidement disparu sous le coup de la censure. Un silence radio assez classique ici en Chine quand une parole dérange ou menace le pouvoir. Silence du côté des médias donc, mais aussi du côté politique. Le ministre des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire. Et cette chape de silence, évidemment, contraste avec toutes les réactions dans le reste du monde. Naomi Osaka, Serena Williams disent publiquement leur soutien à Peng Shuai. La championne de tennis chinoise a désormais disparu depuis plus de 2 semaines. Allez, on va parler gros sous maintenant avec Jean-Pierre Pernaut, rendez-vous hebdomadaire. Jean-Pierre et vous et votre argent. Et nous, on se retrouve lundi. Excellent week-end à tous.